In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Vous reconnaissez Mathieu Macheret qui était venu par 3 fois, si je me trompe pas, sur la chaîne. Il était venu pour nous parler d'un livre qu'il avait écrit sur Joseph von Sternberg, un live qu'on avait fait il y a plus d'1 an, quelque chose comme ça. Il était venu aussi en tant qu'ami pour nous parler malheureusement de la mort de Jean-Luc Godard, puis revenu aussi pour nous parler de Belfort. On avait parlé de Rabah Merzaimesh, entre autres, si je me trompe pas, dont le dernier film sort en salle. Et s'il y a des youtubeurs qui me regardent, allez voir ce film, allez voir ce film, allez voir ce film, c'est pas possible. Allez voir ce film, s'il vous plaît. Voilà, allez, je referme la parenthèse, énervé. Et aujourd'hui, il est là parce que, déjà, ça me fait toujours plaisir qu'il soit là, et puis parce qu'il y a un livre sur un cinéaste important et fondamental, et peut-être un peu oublié, je m'avance un peu, bon, on va en parler de ça, qui s'appelle Raoul Walsh. Le titre du livre, c'est En jeu, en parlant du jeu d'acteurs et d'actrices, très important, on va expliquer pourquoi. C'est un livre collectif, un ouvrage collectif, donc, et c'est sous la direction de Mathieu Macheret. C'est édité chez les éditions de l'Œil. Je les remercie pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Je montre la couverture, c'est Jane Russell dans Bungalow pour femmes, c'est-à-dire en anglais The Return of Mamie Stover. The Revolt of Mamie Stover. Voilà, j'allais dire The Return. Non, elle revient pas. Enfin bref, voilà, c'est Jane Russell. Et comment vas-tu? Comment vas-tu? Très bien, écoute, très bien. Je te remercie pour l'invitation. Je suis ravi de revenir dans les locaux de Microciné et voilà, je suis prêt à répondre à toutes tes questions. Eh ben, première question. J'avais pas prévu. Tiens, alors pourquoi? Alors, tu vois, ne me réponds pas, je t'en supplie. Pourquoi pas? Parce que là, franchement, pourquoi Jane Russell? Pourquoi Jane Russell? C'est génial, hein, Jane Russell, mais pourquoi? Alors écoute, c'est venu en cours de processus, plutôt vers la fin, hein, c'est-à-dire le moment où on commençait à finaliser la maquette, à essayer de trouver une bonne couverture. Pendant longtemps, ça avait été le visage de Raoul Walsh, cette photo noir et blanc qu'on trouve juste en tournant la couverture d'ailleurs, qui fait suite. Et puis, celle-là. Voilà. Et comme on voulait aussi prendre un peu le contre-pied, ne pas être trop littéraux et vouloir essayer d'intriguer aussi un peu le lecteur, essayer peut-être de donner une autre image de Raoul Walsh, on s'est dit qu'on allait prendre et répondre aussi au principe du livre, qui était de parler des acteurs walshiens. Et on s'est dit que voilà, il fallait Jane Russell, qui est une actrice incroyable et qui a incarné une sorte de d'absolu Walshien dans des films assez tardifs. Elle a tourné 2 fois pour Walsh. Donc on l'a cité, Bungalow pour femmes, The Revolt of Mamie Stover, et puis Les Implacables de Tolman. Et voilà, la force de caractère de Jane Russell, la prestance qu'elle a dans cette couverture, dans cette image tirée de Bungalow pour femmes, les paillettes, la magie de cette image, ça a été évident que ce serait notre couverture. Et puis comme on termine le livre sur Jane Russell, voilà, ça fait un effet de boucle qui nous plaisait bien et ça a été elle, quoi. Et voilà, il faut dire qu'elle rend bien sur la couverture, elle est magnifique. Et voilà, on a voulu l'entrelacer avec les lettres du titre et ça a donné ça. Alors, avant de te demander ce que ça veut dire, la réponse est dans le livre, certes, mais c'est pas grave. Mais avant de te demander ce que ça signifie acteur ou actrice walshien ou walshienne, il faut aussi nous expliquer un peu c'est qui Raoul Walsh. Et est-ce que je me trompe lorsque je disais que c'est un cinéaste peut-être pas aussi questionné aujourd'hui par les nouvelles générations qu'un John Ford ou qu'un Howard Hawks peut-être? Est-ce que je me trompe sur ça? Et puis surtout, qui est Raoul Walsh? Pas du tout, tu as raison, Samir. Raoul Walsh est aujourd'hui un peu oublié. Il faut dire que les films ne sont pas beaucoup distribués, ne sont pas énormément édités non plus en vidéo, etc. Et que, quelque part, son souvenir c'est un peu éteint dans la veille cinéphile, dans la mémoire cinéphile, notamment auprès des jeunes générations. C'est évidemment pour rattraper un peu ça qu'on a fait le livre. On a voulu relancer aussi un peu l'attention sur Raoul Walsh. Il faut dire que la rétrospective qui a lieu en ce moment à la
la Cinémathèque française a été une impulsion formidable parce que les films étaient de nouveau visibles et dans des très belles copies. Pourquoi est-ce qu'il est un peu oublié, on va dire, entre guillemets, même si voilà, c'est un nom quand même qui résonne, j'ai l'impression, malgré tout. C'est une œuvre en taille, en nombre de films monumental. Elle est, voilà, on dénombre, je crois, 130 films dans la filmographie de Raoul Walsh. Beaucoup ont été perdus à l'époque du muet. Il en reste aujourd'hui grosso modo 80, ceux qui sont présentés à la Cinémathèque. Mais c'est quelqu'un qui a tourné depuis les années 10 jusque dans les années 60, qui a donc couvert toute l'histoire du Hollywood classique. C'est-à-dire, il a traversé toutes les décennies de cette ère fascinante de la construction d'Hollywood et de sa pérennité, on va dire, à travers les âges, jusqu'à ce que ça se bouscule un peu dans la deuxième partie des années 60 pour aboutir à un autre Hollywood. Mais voilà, Raoul Walsh est le dépositaire de cette histoire. C'est quelqu'un qui a traversé toutes les décennies. Donc, c'est un personnage absolument fascinant. Et si, je pense, il est aujourd'hui assez difficile d'une part de voir les films, mais peut-être de caractériser Raoul Walsh, c'est parce qu'il fait partie de ces cinéastes que le critique américain Manny Farber appelait des cinéastes termites, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas un style tout à fait identifié, qui ont œuvré dans l'industrie hollywoodienne toute leur carrière et qui n'ont pas de griffe, pas d'effet de signature. Raoul Walsh, il a pas de style tout à fait identifiable. Il s'est exprimé dans une multitude de genres. Il a travaillé dans différents studios. Il n'a jamais cessé de circuler. Il a fait des énormes superproductions au début de sa carrière. Puis, il a travaillé dans des séries B, des films à plus petit budget. Il a vraiment tout fait. C'est difficile de lui plaquer des thèmes. Il n'y a pas vraiment de thème walshien. Il a fait des films militaristes, Battle Cry, des films antimilitaristes, Les Nus et les Morts. Il a fait des comédies, des westerns, des films de guerre. Enfin, vraiment, il a une filmographie si pléthorique qu'on ne peut pas le classer, l'inscrire dans des thématiques, etc. Et pourtant, il y a une unité walshienne qui passe par d'autres éléments, qui passe voilà, par un type de personnage, une façon de regarder les acteurs, une inscription dans le décor américain, un sens de l'aventure, de l'épopée, plein de choses comme ça qui permettent quand même de le ressaisir. Mais c'est vrai qu'il échappe. Et d'ailleurs, c'est un peu, je pense, quelque chose que les auteurs du livre partageront avec moi. Je pense que je ne les trahirai pas en disant ça. C'est très difficile d'écrire sur Raoul Walsh parce qu'on ne sait pas par où le saisir. Déjà, l'œuvre est tellement vaste qu'elle nous échappe. Et en plus, c'est vraiment pas alors lui, c'était une sacrée personnalité, mais qui est cachée dans les films, qui est difficile à attraper, et on apprend à le connaître au terme d'une longue fréquentation, etc. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui, voilà, un John Ford, qui est, on l'a dit, une œuvre assez équivalente en termes de nombre de films, enfin, voilà, d'étendue de l'œuvre. Bon, il y a tout de suite des caractéristiques de John Ford qui viennent en tête. Alors, déjà le western, même si, bien sûr, lui aussi a travaillé dans beaucoup plus de genres, mais une certaine notion de ce que c'est que l'armée américaine, le personnage fordien est plus caractéristique. Il y a une geste fordienne qu'il est aisé de délimiter. Mais Walsh, non, il échappe un petit peu à tout ça. C'est un sujet plus mystérieux, plus étonnant. Et puis, voilà, quelqu'un qui, encore une fois, était l'homme à tout faire des studios, celui à qui on pouvait confier comme ça un scénario en déshérence, quelqu'un qui était capable de récupérer un film en cours de route. C'était voilà, quelqu'un qui sauvait beaucoup de situations et qui ne regardait pas le scénario qu'on lui donnait. En quelque sorte, il ne faisait pas ses films en fonction du sujet. Il travaillait à la commande, il récupérait des choses comme ça, et c'est pour ça qu'on ne peut pas, encore une fois, le classer en thème. Il est plus difficile à appréhender. Et ça, allié, je pense, au fait que les films passaient moins ces derniers temps. Ils n'ont pas de distributeur officiel en France, pour la plupart. Et du coup, voilà, Walsh s'était un petit peu éloigné de nous. Et on essaye de le ramener. Mais toi, qu'est-ce qui t'intéressait dans cette filmographie, de s'approcher, d'attraper, mais je le dis de manière assez grossière, d'attraper comme ça ce cinéaste? Qu'est-ce qui t'a intéressé?
Et pour qu'il y ait aussi l'élaboration et l'existence de ce projet littéraire. Bah, moi, c'est déjà, l'idée du classicisme hollywoodien Mmh. qui est quelque chose qui me fascine à vrai dire, hein, c'est une période que j'apprécie beaucoup et puis hem, justement presque cet anonymat des cinéastes hollywoodiens, je dis «anonymat» entre guillemets, mais cette façon de se fondre dans les films, dans une idée à la fois du spectacle, du récit, de l'histoire aussi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Avec Walsh s'ajoute une dimension qui pour moi, bon, bah, va chercher jusque dans l'enfance, en fait. C'est-à-dire, c'est une incarnation de l'aventure. Voilà, l'aventure, les aventures du capitaine Wyatt, aventure en Birmanie, et cetera. Il y a une Mmh. notion comme ça épique de traversée, de cheminement chez Walsh, de traversée du territoire, et cetera. Une cavalcade presque continue. Alors, je dis cavalcade, on pourrait dire aussi, traversée en bateau, hein, parce qu'il y a des films de navigation, et cetera. Mais voilà, Mmh. c'est une idée qui va chercher, dans l'enfance et puis c'est aussi, je pense, un des très grands, cinéastes d'action. Il se revendiquait comme tel d'ailleurs, mais il y a une idée de l'action hollywoodienne qui, voilà, pour moi, s'incarne chez lui, de manière, magnifique. C'est des grands traits, et on découvre en visitant un peu sa filmographie que Walsh est plus complexe que ça. Mais je dirais, moi, ça m'a beaucoup attiré d'essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'un cinéaste qui, malgré tous les sujets, malgré une grande variété de scénarios, des sujets contemporains, des sujets historiques, et cetera, pouvait avoir une idée de l'action qui traverse comme ça tous les genres. Que ce soit même dans les comédies romantiques, même dans, je sais pas, des films de mœurs, des films urbains, des films de gangsters, et cetera, étaient guidés par une même idée de l'action comme réalisation du personnage, comme une façon d'exprimer ses capacités, ses compétences, une certaine idée de l'individu américain, voilà, de l'individualisme américain qui s'incarne aussi et hem et puis, cette idée qui est quand même, assez dingue chez Walsh que, le héros est toujours en devenir. C'est quelqu'un qui doit sans cesse actualiser sa puissance, qui est toujours en train d'essayer d'exercer ses capacités et ça, pour moi, ça a été, aussi, une grande voilà, un des grands désirs d'essayer d'explorer un peu cette figure-là. Si je me trompe pas, je crois dans le premier texte, je crois que signé j'espère que je le prononcerai bien son nom, il m'excusera si c'est pas le cas, Gaël Técher, d'ailleurs qui est éditeur, enfin Et qui est dans l'éditeur, ouais, l'édition de ouais. voilà, de l'œuvre et le texte s'appelle The World Stage et je crois, si je me trompe pas, si j'ai bien lu, qu'il parle à un moment de ça, il parle de Raoul Walsh l'acteur, Ouais. dans, Naissance d'une nation et c'est lui d'ailleurs qui joue le rôle de Weeks, qui tue Weeks, le personnage qui a tué, enfin celui qui a tué Abraham Lincoln, et le fait qu'il saute comme ça de cette du balcon et qu'il arrive comme ça sur scène, il y a une espèce de, il travaille sur l'action, sur le mouvement. Je sais plus si c'est de ça dont il parle, mais ça me fait penser à ça quand tu parles par rapport au mouvement. Ouais, c'était un bon texte introductif parce que, quand on s'est retrouvé, avec l'éditeur, cette idée de livre, cette envie de faire un livre sur Walsh, on s'est dit: «Mais c'est une filmographie énorme, immense. Comment on va faire pour, la l'aborder, la découper? Et Mmh. quel angle on va trouver comme ça pour brasser un peu cette énorme, filmographie, cette œuvre qui semble fuir de tous les bords?» Et pour nous, bah, la question de l'acteur, ça a été, une révélation. On s'est dit: «Mais oui, bien sûr, il y a des grands acteurs walshiens». I et en plus, quand on rassemble un petit peu ces acteurs, quand on découpe l'œuvre par acteur, on se rend compte que ça correspond assez bien à ces périodes organiques, en fait, hein, ces périodes internes. Donc on s'est dit que c'était une bonne idée et puis on a réfléchi un peu et on s'est dit: «Mais oui, Walsh, il a commencé, en tant qu'acteur chez Griffith». Hein, comme tu le disais, il jouait John Wilkes Booth dans Naissance d'une nation, donc l'assassin de Lincoln, c'est pas rien comme rôle. Puis il a joué aussi dans ses propres films, dans Sadie Thompson, qui est un film muet, avec, Gloria Swanson, voilà, et il joue le 1er rôle masculin. Il était lui-même un acteur, il a gardé tout au long de sa carrière un très fort rapport aux acteurs, à tel point que
les grands films de Walsh, on peut dire que c'est ceux qui drainent une énergie, une espèce d'identification à l'acteur très forte, une espèce de, oui, même presque de libido de l'acteur, hein, qui se transfère du regard du cinéaste jusqu'au comédien. Et puis, parmi les films moins intéressants de Walsh, parce que il faut le dire aussi, c'est une carrière tellement prolixe qu'elle est parfois un peu inégale. Il y a notamment une décennie que beaucoup, et même tous les spécialistes de Walsh s'accordent pour reconnaître qu'elle est moins intéressante. C'est un peu les années 30, une période erratique entre différents studios où ça n'arrive pas vraiment à cristalliser. La décennie suivante, les années 40, seront un feu d'artifice. Et quand ça ne marche pas chez Walsh, c'est aussi parfois parce que ça ne colle pas avec l'acteur ou parce qu'il n'arrive pas à projeter sur lui quelque chose. Et donc, ça nous semblait une clé d'entrée. L'idée du livre, c'était pas de faire des textes spécifiquement sur les acteurs. On sait que c'est quelque chose qui est beaucoup creusé par la cinéphilie aujourd'hui. Il y a beaucoup de livres qui sont des études d'acteurs et c'est une clé d'entrée très intéressante dans les œuvres qui avaient été Ouais. longtemps délaissées par la cinéphilie. C'est vrai, et c'est bien aussi qu'on reconnaisse le travail des acteurs comme des œuvres au long cours, hein, dans des filmographies à part entière. Mais là, c'était un petit peu à la croisée des deux. C'est-à-dire prendre à l'acteur pour rassembler un corpus. On a parlé de Jane Russell, on pourrait parler d'Errol Flynn, de Humphrey Bogart, etc., tous ceux qui sont un peu traités dans le livre. Mais un acteur, c'est un corpus et c'est aussi un morceau de l'œuvre. Et donc, l'idée de prendre chaque acteur, pour nous, c'était aussi de faire un portrait en creux de Raoul Walsh. Donc, c'était une commande un peu audacieuse pour chaque auteur. Il s'agissait à la fois d'évoquer l'acteur et puis derrière de retomber sur la mise en scène, quoi, essayer de, Ah voilà, oui, oui. et- Oui, il faut dire ça à ceux qui nous regardent, hein. Alors oui, c'est que moi, au départ, je pensais l'inverse. En ouais. fait, je pensais, parce que j'avais lu, comme tout le monde, hein, voilà, le 4e de couverture, je me suis dit, tiens, ça va juste, bon, ok, superbe. Et en fait, non. Et ben, je suis content en même temps, parce que voilà, c'est un mise en scène quand même, c'est fascinant. Et voilà, je referme. Mais attends, si j'ai bien compris, et ma question est super provocatrice, hein, sache-le, hein, mais si j'ai bien compris, le fait que tous ces textes qui prennent comme base donc le corps d'un acteur ou d'une actrice, c'est une manière aussi de comprendre pour chacun de ces corps comment ça a rythmé la mise en scène de Walsh à ce moment-là. Oui, c'est exactement ça. C'est un rythme, c'est une vitesse, c'est un imaginaire aussi qui s'attache à un acteur. Et puis, très souvent, dans beaucoup de cas, on s'est rendu compte que à partir d'un moment où un acteur passe chez Walsh, il y a une Mmh. transformation. Il y a quelque chose qui se produit. C'est presque un truc électrique ou chimique, mais c'est pas que Walsh révèle l'acteur à lui-même, c'est que souvent il les fait évoluer vers un autre stade, hein. C'est particulièrement frappant avec Humphrey Bogart, par exemple, qui, Mmh. au moment où il entre chez Walsh, c'est un second rôle. Il n'a pas encore de créneau bien fixe. Et puis il y aura High Sierra, où là, c'est un de ses premiers rôles principaux, rôle de leader à l'écran. Et il va devenir Humphrey Bogart, quoi. Sa persona va se cristalliser et il se passe quelque chose. Et très souvent, le passage d'un acteur chez Walsh, ça signifie aussi quelque chose pour l'acteur, hein. C'est vraiment deux coups d'éclair qui se rencontrent. On pourrait dire ça aussi de Ida Lupino, par exemple, qui est voilà, une actrice. Le Mmh. texte, il est très beau dans le livre, c'est un texte de Muriel Joudet qui explore Walsh par Lupino. Et elle dit aussi très bien à quel point ça a été une étape charnière et une vraie révélation. D'ailleurs, Walsh et Lupino seront très longtemps amis. Ils vont se donner des conseils. Walsh va contribuer aussi à l'accession à la mise en scène d'Ida Lupino, qui va réaliser des films par la suite. Voilà, donc il y a à chaque fois une double rencontre et des vraies lignes d'inflexion à étudier à la fois chez le cinéaste et à la fois chez l'acteur. Et ça a rendu les choses, alors c'est vrai, complexes, parce que c'est pas des textes évidents à faire, mais en même temps, c'était très, très stimulant. Mais il y a plus ou moins une exception. Alors, plus ou moins, je dis bien, je nuance, attention. C'est le tien, c'est ton texte sur John Wayne, Oui, c'est vrai. c'est très particulier. Ben oui, parce que John Wayne, il a tourné que 2 films avec Mmh. Walsh. Et moi, je pars du principe que Wayne, c'était pas du tout un acteur walshien, que c'est un rendez-vous manqué entre les deux. Wayne, Mmh. il est tout de suite beaucoup plus identifié à Ford, évidemment, hein.
L'homme tranquille, La prisonnière du désert, c'est des monuments, on le sait. À Hawks aussi, Rio Bravo, voilà. Là, on sait que Wayne est chez lui. Chez Walsh, ça a été plus compliqué, mais les 2 films qu'ils ont tournés ensemble sont, à mon sens, des révélateurs, des moments assez importants. Ne serait-ce que parce que en 1930, ils tournent ensemble une super production, La piste des géants, où pour c'est un western, c'est la traversée du territoire par les pionniers qui vont s'installer dans le Colorado. Et c'est une caravane de pionniers qui traversent des paysages pas possibles, des falaises dangereuses, etc. C'est une grande coulée comme ça. Mais c'est surtout, voilà, on a dit, une super production où, pour le premier rôle, Walsh décide d'engager un total inconnu, c'est-à-dire John Wayne. Il avait fait des petits rôles avant, il était surtout cascadeur, accessoiriste, il travaillait sur les plateaux comme ça, mais il avait 23 ans et il décide, voilà, ça c'est une décision à la Walsh, de placer un parfait inconnu à la tête d'une énorme production. Et c'est un pari incroyable parce que Wayne éclate dans toute sa splendeur, il est jeune, il a 20 ans, il est superbe. Et voilà, et ça imprime quelque chose. Et c'est surtout un très grand western qui installe beaucoup de motifs. Mais ça se passe pas bien entre les deux. C'est-à-dire que Wayne trouve Raoul Walsh trop directif, trop tyrannique. Enfin, voilà, il le pousse un petit peu dans ses retranchements. Et Walsh sent bien que Wayne est une patte un peu molle pour lui, elle lui échappe, elle lui glisse entre les doigts. C'est un rythme un peu à contretemps, John Wayne, hein, si on l'étudie un peu comme acteur. Il a une démarche chaloupée, et c'est pas le héros rebondissant, walshien, énergique, qui va toujours vers l'aventure. Ça collera beaucoup plus avec James Cagney ou Errol Flynn pour Walsh. Ouais. Et puis, il va retrouver Wayne 10 ans plus tard, à un moment où il entame une décennie dorée, les années 40, ça va être, comme on disait, un feu d'artifice pour Walsh, vraiment 10 ans, une décade, enfin une décennie de pur chef-d'œuvre, hein, où il semble les enchaîner à tour de rôle. Et c'est un film qui inaugure un peu cette période qui s'appelle L'Escadron Noir. Alors c'est intéressant parce que c'est aussi un western, mais cette fois sur les prémices de la guerre de sécession. Alors La piste des géants, The Big Trail, c'était la coulée unitaire de la caravane des pionniers qui sillonnent le territoire américain encore vierge. Et puis là, on est dans la dissension, la guerre de sécession, ce qui va se briser un peu dans l'histoire américaine. Et on a à la fois 2 âges du western assez distants, 2 moments aussi où Wayne est d'abord un inconnu, et là il vient de tourner il a tourné dans La Chevauchée Fantastique, Okay. ça y est, c'est une star totalement installée. Et puis 2 moments de Walsh, encore une fois, hein, où voilà, c'est la période des années 30 qui commence, ça va être un peu erratique. La piste des géants ne marchera pas du tout, ce sera un four en salle d'ailleurs, hein, ça va être un bide monumental, ce qui va occasionner un peu ses errances. Et puis les années 40 qui va être une période très faste pour lui, c'est-à-dire les années qu'il va passer au sein de la Warner, hein, le studio dans lequel il va se sentir le mieux, où il va tourner comme un fou et voilà, comme on le disait, réaliser ses chefs-d'œuvre. Donc oui, c'est un rendez-vous manqué avec John Wayne, c'est vrai que ça n'a pas pris, il ne sera jamais un acteur walshien, mais en même temps, il a eu 2 moments quand même d'impulsion et décisifs dans la carrière de Walsh. Est-ce que les acteurs et actrices qui sont convoqués dans ce livre, en plus du rythme qu'ils peuvent insuffler dans la mise en scène de Walsh, est-ce que ils sont aussi utilisés? Par exemple, je pense à Errol Flynn qui souvent, si je me trompe pas, joue dans des films à consonance historique. Est-ce que en fait des acteurs et des actrices parfois apportent avec eux une identité propre ou alors quelque chose qui Walsh sait qu'avec Errol Flynn, ça va être des choses autour de la grande histoire. Ouais. Ça va être l'histoire des États-Unis. Humphrey Bogart, c'est plutôt social. Enfin, est-ce qu'il y a de cela aussi? Bien sûr. Bah oui, parce que les acteurs sont des produits des studios. C'est-à-dire qu'ils sont façonnés par les studios et les studios leur attachent un imaginaire. C'est-à-dire que quand ils lancent un acteur, ils peuvent le lancer comme acteur de western ou comme séducteur. C'est des archétypes qui sont fabriqués comme ça sur le dos d'un acteur par les studios. Et même des fois, ils essayent plusieurs archétypes avant de trouver le bon. Donc oui, chaque acteur arrive chez Walsh avec un imaginaire, mais il y a aussi
des façons d'y échapper, et des lignes de fuite, hein. Par exemple, c'est tout à fait vrai que Errol Flynn va faire comme ça toute une série de films historiques. Il y a Cherche Fantastique, il y a Gentleman Jim, etc. Voilà, c'est fictions d'époque, on va dire, des films d'époque. Mais il va y avoir aussi des films plus contemporains, des films de guerre comme Sabotage à Berlin, par exemple, ou Du sang sur la neige, Saboteur sans gloire, qui sont plus des films liés au contexte de la Seconde Guerre mondiale. Et l'image d'Errol Flynn, qui était celle beaucoup installée chez Michael Curtis dans les films comme Robin des Bois, etc., elle va aussi un peu dévier chez Walsh. Je pense qu'on peut dire, on prend le cas d'Errol Flynn, c'est très intéressant, c'est un des immenses acteurs walshiens. La rencontre entre les deux est formidable. Ils font un ensemble de 7 films ensemble. Ils vont parfaitement s'entendre. Et Walsh va trouver chez Errol Flynn un corps conducteur, une sorte, voilà, presque de matière électrique qui sera parfaitement en adéquation avec ce qu'il veut faire. On prend Gentleman Jim, voilà, on peut recommander Extraordinaire. c'est un sommet walshien, c'est un des plus beaux films de Walsh, Ouais. où il joue un jeune homme du peuple qui va essayer de s'élever dans la société, dans le Londres victorien du 19e siècle. Et pour s'élever, il va devenir boxeur. Et ce qui est formidable, c'est à la fois l'affirmation de l'individu dans sa conquête sociale, conquête d'une image sociale, d'un statut social, etc. Mais c'est aussi, à travers la boxe, la quête du plus beau geste possible. C'est-à-dire, beaucoup des personnages walshiens sont des arrivistes, des opportunistes même parfois, hein, et avec Errol Flynn, il y a cette ambiguïté qui est toujours présente. Errol Flynn est toujours un personnage ambigu. Très souvent dans les films, on ne sait jamais de quel côté il se positionne, on ne sait pas s'il est bon ou s'il est méchant. Il y a une certaine âpreté, comme dans Silver River, par exemple, la rivière d'argent, où il joue un capitaliste sans scrupules dans l'Ouest américain. Mais Gentleman Jim pose vraiment ce qui pour moi est un des cœurs du style walshien. C'est-à-dire qu'un héros a un objectif, il a envie d'y arriver, il veut dépasser ses limites, s'accomplir, mais s'accomplir n'est pas seulement un but pragmatique, ça ne va pas sans la beauté du geste. C'est-à-dire que la réussite, la victoire chez Walsh, elle est aussi esthétique. C'est à la fois un but pragmatique, mais qui est aussi lié à une forme de beauté. On ne réussit pas si on ne le fait pas avec le plus beau geste possible. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui me marque beaucoup et j'ai un peu dérivé de la question, mais Non, non, du tout, du tout, du tout. Non, non. au cœur de ce que j'aime chez Walsh. Mais tu vois, tu parlais de John Ford, où tu disais, voilà, bon, quand on voit un film de John Ford, très vite, on sait que c'est lui, quoi. Il en est l'auteur. Ne serait-ce que dans la composition des plans. On sait que, voilà. Et j'ai même envie de dire, si je veux être un peu méchant, je dirais ça n'est pas uniquement la définition d'un plan fordien ne se résume pas à ce que l'on voit à la fin de The Fabelmans. Hein. C'est beaucoup plus complexe que ça, et en même temps beaucoup plus beau. Mais et c'est là où je veux en venir. Chez Walsh, est-ce que ça se voit? La composition d'un plan. Est-ce qu'on peut dire un plan walshien comme on a pu dire un plan fordien, voire même un plan hawksien? Est-ce que ça se dit un plan walshien? Ah ouais, je pense qu'on peut dire ça. Alors, on va essayer, c'est un peu un exercice hasardeux. C'était pas prévu, hein. C'était pas prévu la question. Parce qu'on n'en parle pas forcément dans le bouquin, à part peut-être dans le texte de Frédéric Mercier, mais ça, je vais y revenir aussi après. Oui, et puis il y a Gilles Esposito aussi. Oui, dans un texte sur oui, c'est vrai. qui essaye de faire Exactement. C'est très audacieux d'ailleurs, une comparaison Walsh, Ford, Hawks, enfin le triangle un peu, le triangle américain par excellence. Non, je dirais, alors, je me lance dans une comparaison un peu hasardeuse. Chez John Ford, il y a une façon de filmer qui est à la fois évidente, extrêmement sophistiquée de manière profonde, mais on a l'impression d'avoir affaire à chaque plan face à la composition à la fois la plus simple, la plus évidente, la plus directe pour raconter ce qu'il a à dire. Et à la fin du plan, on coupe, on passe à l'autre dans une articulation qui ne permet pas de débordement ou d'autres articulations. Donc il y a une unité du style fordien qui est absolument fascinante. Enfin, voilà, c'est le classicisme.
dans toute sa splendeur unitaire, je dirais, hein, voilà, qui compose une forme pleine, sereine, fluide, et tout à fait, fascinante. Chez Walsh, on peut dire que le plan, en lui-même, part des mêmes prémices fordiens, hein. Essayer d'aborder une situation en lui donnant un cadre harmonieux, ouvert et en filmant de la façon la plus simple face à la situation qu'on essaye d'aborder. Mais c'est dans les rapports de progression du récit par la suite que ça se transforme chez Walsh. Alors que le style fordien, je le comparerais à une coulée, sereine qui va droit à son but, avec parfois quelques arabesques. Le style walshien, il est fait, lui, d'accélération brutale, de revirement. Il y a, parfois une folie du récit, ça se précipite. Il y a qu'à prendre, L'enfer est à lui avec James Cagney, qui est un film où les séquences se percutent, où, il y a tout à coup voilà, des accélérations folles, des grands carambolages, du récit. Il y a Mmh. cette énergie chez Walsh qui n'est pas du tout la même que Ford. Énergie presque au sens, physique, hein, voilà, comme une force, comme quelque chose qui le carburant du récit. Hem, L'énergie est très différente. Elle est beaucoup plus hérissée chez Walsh, et saccadée, et cetera, et lui, il travaille quelque chose de plus secret dans le classicisme, c'est-à-dire le côté elliptique, hein, des coupes, des segments de récit, et cetera, des accélérations. Hem Voilà, c'est une part plus secrète du classicisme qui est son côté, sa fièvre, voilà. Si Ford, c'est la sérénité, la stature du classicisme, Walsh, c'en serait presque la fièvre. Parce qu'il y a une fièvre du classicisme, hein, ce n'est pas que de la transparence et de la fluidité comme on l'a beaucoup dit. Il y a aussi des parts d'ombre, des parts secrètes. Walsh, c'est plus cette part d'ombre-là et c'est ça qui m'intéresse chez lui. Quand, on prend par exemple, Les aventures du capitaine Wyatt, qui est une traversée, heu, dans le dans de la jungle, de la forêt de Floride, à travers les marais, hein, voilà, par une troupe, hem, c'est fou à quel point, la direction du film, elle est à la fois rectiligne et en même temps, il y a des grands revirements de direction, il y a des grands chambardements du récit et un inconscient comme ça qui travaille, beaucoup les personnages. Je reprends L'Escadron noir, le film avec John Wayne dont on parlait tout à l'heure. C'est un film qui, sur une courte période de temps, raconte une somme de péripéties complètement dingues et notamment, il y a le personnage de Walter Pidgeon à l'intérieur du film. C'est un peu le cœur secret du film, qui est un instituteur qui va, recruter des hordes de bandits pour aller piller, les paysans d'une petite région, juste avant la guerre de Sécession et il y a une multiplicité de sources historiques, individuelles, plein de personnages, des histoires d'amour et cetera, qui se bousculent, qui se percutent là-dedans et moi je dirais que Walsh, voilà, il est plus dans voilà, dans cette énergie-là, de ce mélange, cette force d'accélération, de rupture. Alors c'est toujours un peu abstrait quand on parle du style de cinéaste américain, mais voilà comment j'essaierais de les distinguer. Après, il y aurait plein d'autres caractéristiques, chez Walsh qui se recoupent et ça dialogue évidemment avec John Ford, hein. On n'est pas du tout dans des opposés, et des contraires, mais voilà, il y a des petites différences qui sont importantes. Est-ce que Raoul Walsh, comme les cinéastes, les fameux qu'on a appelés les fameux cinéastes pionniers, comme Hawks, comme King Vidor aussi, surtout King Vidor d'ailleurs, comme John Ford, est-ce que pendant de très très longues années, 2-3 décennies, la grande histoire américaine était un décor important pour lui? Ouais, ouais, bien sûr. Bah oui, Mmh. ouais, comme on l'a dit, hein, il a commencé acteur chez Griffith dans Naissance d'une nation, sur la scène du meurtre, d'Abraham Lincoln. C'est là qu'il naît en tant qu'acteur et comme figure publique, Ouais. quasiment. Donc oui, bien sûr, il a parlé
de Custer dans La Charge Fantastique. C'était Mm. d'ailleurs une vision assez fantasmée et assez éloignée de la réalité, il faut bien le dire. L'histoire, elle intervient de plein de façons dans l'œuvre de Walsh. Il y a la Seconde Guerre mondiale, il y a la Première Guerre mondiale aussi dans ce film très beau avec Victor McLaglen, là, qui s'appelle Au service de la gloire, pardon, What Price Glory. Voilà, il y a comme ça des choses inhérentes au classicisme qui allaient puiser dans l'histoire, qui en a fait le ferment des mythologies américaines aussi, hein, évidemment. Donc c'est toujours un rapport assez contrarié, à la fois documenté, en même temps aussi voilà, un peu fantasmatique parfois, mais elle est présente chez Walsh. Il y a d'ailleurs un trait, ce qui pourrait le rapprocher de Ford et qui est très intéressant chez lui, c'est que dans ses débuts, dans les films muets, comme Mm. Régénération et jusqu'à bien plus tard, jusque dans Gentleman Jim, souvent, il s'est beaucoup intéressé au caractère irlandais, c'est-à-dire à l'immigration irlandaise. C'est ce qu'on voit dans The Bowery, les faubourgs de New York, par exemple. Ce caractère impétueux, farceur volontaire, moqueur et en même temps rebondissant de ce qu'incarnait l'Irlandais, l'immigré irlandais, etc., les quartiers irlandais de New York, ça a beaucoup nourri le personnage walshien. Et puis, il y a aussi une dimension, je dirais, anhistorique, voilà, pas anti-historique, mais hors histoire chez Walsh, qui est la nature. Il y a un lyrisme de la nature qui est tout à fait différent de ce qu'on voit chez Ford, hein, où le décor américain, Monument de Valley, est une sorte de pilier géologique, comme ça, chez Ford, un repère, un jalon dans le territoire, mais c'est lié à l'histoire, alors que chez Walsh, il y a une dimension, je dirais pas panthéiste, mais en tout cas englobante du décor, un lyrisme du décor, du paysage, voilà, qui est très frappant. On parlait de La piste des géants tout à l'heure, il faut revoir ce film, dans la succession de Mm. décors complètement dingues, de paysages. Il a filmé ça, en fait, il était assez fou, Walsh, pour refaire le voyage des pionniers réels, la caravane, de retourner exactement dans les sites qu'avaient qu'avaient traversé les pionniers des centaines d'années auparavant, et de refaire vraiment ce parcours où, par exemple, High Sierra qui se termine dans des montagnes, voilà, un espèce de décor minéral comme ça, un retour au minéral qui est complètement fou, ou même, je ne l'ai pas cité encore, mais La fille du désert, où il y a Ah oui. ouais, où il y a ce décor magnifique de la ville perdue le village troglodyte où vont se réfugier les personnages. Ouais, c'est très particulier à Walsh, ça, cet appel de la nature, du paysage, du décor, qui est aussi un appel de l'aventure, hein. Le décor garde inscrit en lui-même le parcours qu'on peut y faire, les découvertes qu'on peut y faire, etc. Il y a presque une adéquation de l'individu et de cette vaste étendue à parcourir qui lui tend les bras. C'est très drôle parce que quand tu évoquais le film La Charge Fantastique réalisé en 41, où tu disais, à juste titre d'ailleurs, que c'est très très fantasmé, comment il traite, comment le personnage de Custer est traité, joué par Errol Flynn, et quand tu vois que 7 ans plus tard, Ford fait le massacre de Fort Apache, où Ouais. Custer n'est pas nommé, mais le personnage y ressemble et c'est joué par Fonda. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Et quand tu sais que des années après, Ford va faire L'homme qui tue à Liberty Valance, où il dit en gros, il faut plutôt conserver la légende. Je suis un peu perdu, moi, là. Oui. Je suis Non, vraiment c'est perdu. vrai. C'est vrai que c'est un cas d'école, hein, Ouais. Custer, c'est un personnage extrêmement controversé de l'histoire américaine. C'est un fils de bonne famille qui a toujours voilà, profité de ses assises sociales pour gravir les échelons les grades de l'armée. C'est quelqu'un voilà, qui était très impulsif, qui est connu comme un massacreur d'Indiens aussi, hein. Voilà, vraiment, c'est un personnage très peu recommandable. Et on peut dire que Ford a été plus fidèle au personnage
dans le massacre de Fort Apache, puisqu'Henry Fonda est extrêmement antipathique dans le film. Ah oui. Personnalité très sombre, très intestine comme ça, travaillée de l'intérieur et tout, très rigide. Voilà, donc Ford, il y va carrément. Walsh, il refait Custer aux dimensions d'Errol Flynn, en fait. C'est-à-dire que... Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. J'ai l'impression qu'il saute par-dessus le personnage historique pour l'adapter un petit peu au panache et à l'extravagance d'Errol Flynn, et de viser à travers ça un idéal américain qui n'est pas, qui correspond pas à la réalité historique située à un moment T, mais qui traverse ça, qui se projette vers l'avenir. Après, oui, le film est largement fantasmatique, ça c'est clair, je ne reviens pas dessus. Mais il n'est pas non plus complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il dessine quand même à travers Custer. Alors, c'est dommage de prendre Custer pour faire ça, c'est sûr, mais c'est quelque chose qui traverse beaucoup l'œuvre walshienne. Il fait de Custer quelqu'un qui aurait pu s'entendre avec les Indiens, qui prône comme ça une espèce de pacte civil de non-agression, etc. Alors, ça ne correspond pas du tout au personnage historique, mais ça contredit une lecture qui est souvent faite de Walsh et qui a été beaucoup relayée, malgré tout ce qu'on leur doit et toute l'admiration qu'on peut parfois leur porter, par les MacMahoniens, qui ont parfois prôné chez Walsh une forme de, pour le dire vite, de racisme, ou je dirais de suprématisme blanc, comme ça, d'incarner comme... De la pureté. Ouais, exactement, qui est quand même extrêmement problématique. Il y a le livre quand même de Michel Marmin sur Walsh, qui est une monographie, et qui s'ouvre sur une citation de Gobineau, quoi. Donc, c'est quand même amener Walsh, lui faire dire quelque chose qui n'est pas du tout dans son œuvre. Parce que dès The Big Trail, il engage 200 acteurs amérindiens, enfin des nations américaines originelles, natifs de l'Amérique, pour jouer ces rôles-là. Et dans un nombre incroyable de ces films, il prône l'hybridation. Le Capitaine Wyatt, qui est un film qui a beaucoup servi aux MacMahoniens pour faire dire pour amener Walsh sur des terrains un peu extrémistes, on revoit le film aujourd'hui, et c'est un personnage qui adopte les mœurs indiennes, qui vit comme un Indien, qui a un enfant métis, etc., et qui est au contraire dans un entre-deux. Et cet entre-deux a toujours fasciné Walsh. Il n'a jamais été un cinéaste caricatural là-dessus. On peut vraiment reprendre tous ses films et voir au contraire quelqu'un qui cherche à réparer cette énorme brisure de l'histoire américaine et les massacres qui sont une tâche indélébile. Et lui, il a essayé comme ça de travailler ça, d'essayer de réparer ça dans ses films, jusqu'à son tout dernier film, qui est très intéressant là-dessus, qui est La charge de la 8e brigade en 64, où il y a quelque chose de très désenchanté sur le rôle de l'armée, sur le rendez-vous manqué aussi, qui a été celui d'une alliance ou d'une vie commune avec les Indiens, ou d'une sorte d'existence partagée comme ça, qui aurait pu s'installer politiquement, qui a été raté. Le film est très amer là-dessus et très intéressant. Et je crois que c'était aussi, je pense, un des enjeux possibles de reparler de Walsh aujourd'hui, de le sortir, je dirais, d'une gang macmahonienne parfois difficile à assumer aujourd'hui. Franchement, c'est des études très fortes. Ça, c'est indéniable. Quand Rician parlait de Walsh, c'est formidable. Et Rician n'était pas le plus dingue dans ce domaine. Mais voilà, ça permet aussi c'était même au contraire le plus... plus progressif, je pense, si je ne me trompe pas. Si je me trompe pas, en tout cas. Mais non, on en a beaucoup parlé de ça, du MacMahonien sur la chaîne. Et c'est vrai qu'on a tendance même parfois... avec certaines personnes avec qui j'avais parlé de ça, parfois certaines, mais enfin, on va pas parler des MacMahoniens, mais parfois on oublie certaines choses qui ont été dites et écrites. Mais bon, on va faire. Il y a 50 milliards de choses à dire sur le bouquin. Je vais juste, je suis malheureusement obligé de clôturer cette conversation, et ça m'embête vraiment. Au moins une question, mais pour poser cette question, il faut que, et si tu me le permets, prendre, 45-50 secondes pour lire, juste pour nommer celles et ceux qui ont participé à l'élaboration de cet ouvrage. Je pense que c'est assez important. Donc, on l'a dit, il y a Gaël Tescher, The World's Stage, donc où il revient sur Raoul Walsh, Birth of a Nation, et Sadie Thompson. Il y a Pierre Gabaston, c'est un article
je vais dire foufou, on va dire ça comme ça, mais un style incroyable et que je ne connaissais pas, et qui est, le texte s'intitule Walsh, tout feu, tout flamme. Il y a le papier, le texte. Oui. C'est qu'il a essayé de retrouver dans Oui. le rythme de son texte quelque chose de l'aventure walshienne. Et c'est un fan de jazz, Pierre Gabaston, il y a quelque chose de free jazz. Bah, c'est pour ça, c'est pour ça alors. Ah bah oui, c'est pour ça. Non, mais le texte est incroyable. Il y a et c'est ce qui fait aussi l'originalité de cet ouvrage collectif, c'est que voilà, il y a souvent, pour en avoir beaucoup lu et en avoir beaucoup parlé sur cette chaîne, très souvent ce sont, et je dis pas ça de manière enfin, c'est pas ça un reproche, pas du tout. Au contraire, la preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'universitaires qui sont venus sur cette chaîne. Voilà, c'est surtout des textes universitaires qui sont passionnants. Mais là, il y a parfois oui, il y a des libertés au niveau du style. Il y a Frédéric Mercier, que nous connaissons très bien, qui a écrit un texte sur Regeneration, la fabrique de l'aventure. Et il y a Gilles Exposito sur le sexe au milieu du carnage, et comme acteur Victor McLaglen, qui est aussi un acteur fordien. Toi, qui a écrit donc on en a parlé, L'homme et la situation, John Wayne, Muriel Judet sur Aida Go Crazy, Marcos Ouzal sur James Cagney, le texte s'appelle 165 cm de trop plein, Jean-Marie Samoki qui était venu sur cette chaîne et qui a écrit sur Humphrey Bogart, le texte juste avant Bogart, tout à côté de Walsh, Florence Maillard qui écrit sur Errol Flynn, ça s'appelle Errol Frym, des aventures de Flynn chez Walsh, Gaël Lépingle encore sur Errol Flynn, sur le texte s'appelle Avant que tout s'arrête, et donc c'est 3 films avec Errol Flynn. Pierre Eugène sur Robert Mitchum, le texte s'intitule Noir Cinéma. Olivia Cooper-Adjian sur Virginia Mayo, on a parlé de La fille du désert en l'occurrence, le texte s'appelle En éclaireuse. Laura Lofer qui est écrit sur Grégory Peck, le texte s'appelle L'aventure vient de la mer. Jean Bréchamp sur Gary Cooper avec le texte s'appelle Un jardin dans la jungle. Damien Bertrand qui questionne Rock Hudson, le texte s'intitule Le joueur de cartes, le sexe symbole et l'animal blessé. Jean-François Roger sur Clark Gable, le texte s'intitule Le crépuscule des dieux, et Gregory Schneider sur Jane Russell, et le texte s'intitule Il faut bien que ça se termine. Comment on fait pour... Alors, je pense que tu les connais tous, mais comment ça s'est oui, comment ça s'est passé au niveau de l'architecture de ce livre? Comment les textes ont été... Pour une dernière question, elle va être sympa. Non, on réunit le contingent des Walshiens qu'on connaît, des gens dont on sait que ça résonne, etc. Ouais, des camarades, quoi, tout simplement. On a envie de former un groupe, de former une équipe. Le côté collégial, c'est très Walshien. On s'est tous pris pour des Walshiens. Voilà, on s'est donné des personnages avec les acteurs et puis on s'est pris au jeu. Mais ce qu'on voulait, enfin moi je l'assume complètement. Il y a un côté œcuménique dans cette galerie d'auteurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens des cahiers du cinéma et de Positif, il y a des gens du Monde et de Libé, et il y a même des Mad Movies aussi. Et voilà, c'était aussi une façon de ne pas avoir d'esprit de chapelle et de rassembler tout le monde autour de Walsh et de se dire, voilà, on arrête ces espèces de partitions débiles, on se met tous ensemble, on a plus que ça à dire, et d'avoir tout ça, enfin, toutes ces écoles dans un livre, et je pense qu'elles résonnent toutes à leur façon. Hein, il y a même Pierre Gabaston, c'est un profil encore un peu à part, etc. Mais voilà, c'est un truc polyphonique, et c'est une façon de réunir j'ose même pas dire des clans ou des chapelles, parce que voilà, l'idée c'était de faire exploser tout ça, voilà, ça s'est joué comme ça, et c'est un plaisir pour moi d'avoir tout ce monde-là. Et Gregory Schneider, qui a écrit le texte sur Jane Russell, c'est le monsieur sport de Libé. Et c'est lui qui écrit sur le foot, etc. Et voilà, donc c'est aussi, voilà, c'était à chaque fois essayer de créer l'équipe la plus originale et la plus transversale possible. Alors attends, je parle pas de moi, je me considère pas comme un youtubeur, mais la prochaine fois que tu fais un ouvrage collectif et tu mets un youtubeur, alors là je dirais c'est extraordinaire. Alors là, on se donne rendez-vous pour le prochain. Alors, je suis sûr que tu en trouveras enfin, ce sera peut-être pas sur Walsh, mais en tout cas, je sais pas, c'est ce William Wellman, tiens peut-être. Peut-être que tu trouveras un Wellmanien ou une Wellmanienne en tout cas. Note-le. C'est édité chez les éditions de l'Œil. On a dit, on n'a rien dit, on a dit 1%, même pas, même moins qu'1%. Procurez-le-vous. C'est passionnant. Alors là, je suis pas un très bon journaliste sur ce coup-là, mais la rétrospective Walsh se termine quand exactement? Bien, je crois que bientôt. Ça se termine début novembre. Ça dure un petit peu plus de 2 mois. Voilà. Ouais.
Voilà, donc il y a aussi la possibilité, si vous pouvez, de les voir sur grand écran. Il y a beaucoup de films qui sont disponibles en DVD, ça c'est sûr et certain. Raoul Walsh en jeu, c'est sous la direction de Mathieu Macheret, dont j'ai omis de dire, mais ça pour moi c'était évident, j'en avais souvent dit, tu es journaliste et critique de cinéma pour le Monde, entre autres. Et voilà, c'est très important. Et dans le descriptif, vous cliquez sur le lien et vous tombez sur la page dédiée au livre sur le site de l'éditeur. Merci énormément, Mathieu, d'être toujours là. Merci, Voilà. C'était un plaisir. Et puis, partagé. 3 points de suspension. À très vite. Et à bientôt. Merci à toi. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my